Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour parler de Coco Chanel, son histoire et de son parcours. Petite parenthèse, il y a certaines choses dans le parcours de Coco Chanel dont on n'est pas sûr à 100% parce que Coco Chanel était une mythomane. Et donc pour tout ce qu'elle a dit sur son parcours, il a fallu faire des recherches, rechercher des preuves. Il y a certains faits pour lesquels on a retrouvé des preuves, on sait que c'est vrai. Il y a certaines choses dont on n'a jamais trouvé de preuves et donc c'est compliqué de savoir si ce qu'elle a dit c'est vrai ou pas. Donc je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être longue. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui sont sujets à polémique. Je vais pas vous spoiler, on va rentrer dans le dur tout de suite. On va commencer par la base des bases, c'est-à-dire les parents. Coco Chanel, elle est née hors mariage. Donc là vous vous dites c'est bon, on est en 2023, oui ok, mais à l'époque c'était sujet à polémique, c'était très mal vu. Et bien évidemment c'était surtout mal vu pour la maman, pour la femme qui a mis naissance hors mariage. Donc nous avons d'un côté Henri Albert Chanel, avec un S après le A s'il vous plaît, et de l'autre côté nous avons Jeanne de Vol qui est donc la maman. Les deux se rencontrent. Pourquoi est-ce que je claque dans mes mains, je ne sais pas. Et ils donnent naissance à Coco Chanel. Ils se marient 1 an après avoir donné naissance à Coco Chanel. Il faut savoir qu'ils ont eu 5 autres enfants. D'ailleurs Coco Chanel s'appelle en vérité Gabrielle Chanel. Mais je vais vous expliquer après d'où vient son surnom Coco. En revanche, on a très peu d'éléments sur l'enfance à Coco Chanel. Elle a donné plusieurs versions différentes de son enfance. Donc dans plusieurs interviews, elle a dit des versions complètement différentes. C'est pas une période de sa vie qu'elle a aimée. Elle se sentait très seule et qu'elle ne se sentait pas aimée par son père qui était aigri, volage, absent. Son père reprochait toujours à ses enfants et à sa femme de l'avoir empêché de vivre la vie dont il rêvait. J'ai envie de dire, mon petit Coco, Coco Chanel, t'as capté la blague. Ok, je sors. Ok, c'est mieux que je sorte. Ouais, ok. T'as fait quand même 6 gosses, c'est maintenant que tu te rends compte que c'était pas la vie dont tu rêvais. Fallait peut-être te réveiller un peu plus tôt. À la limite, après le premier, tu pouvais t'en rendre compte encore. Mais au bout de 6, il y a une des sœurs de Coco Chanel qui se suicide. Donc cette sœur suicidée aurait laissé un fils nommé André derrière elle. Et apparemment, ce serait Coco Chanel qui se serait occupée de ce fils. On n'en sait pas plus. Combien de temps elle s'est occupée de lui, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment le fils de sa sœur suicidée ou est-ce que ce serait pas, moi je me demande, le fils de Coco Chanel, vu que c'était hyper problématique à cette époque-là, voilà, d'avoir un enfant. T'imagines, t'as un enfant hors mariage et en plus il n'y a pas de père, etc. Elle aurait pas mis ça sur le compte de sa sœur pour dire ouais c'est le fils de ma sœur qui est décédé, je m'occupe de lui. Je ne sais pas, je pense que c'est possible et que c'est une éventualité qu'on peut envisager. Parce que je me demande aussi pourquoi ce serait Coco Chanel qui s'occuperait de cet enfant-là, sachant qu'elle a d'autres frères et sœurs aussi qui pouvaient peut-être s'occuper de cet enfant. Donc, pourquoi elle spécialement? La maman de Coco, j'aime bien, je dis Coco comme si c'était ma pote, elle décède le 6 février 1895. Sa maman, elle a attrapé la tuberculose, mais il faut savoir aussi qu'elle a été extrêmement épuisée, donc ce qui fait qu'elle n'a pas pu combattre la tuberculose. Et pourquoi elle était extrêmement épuisée? C'est déjà par ses grossesses successives. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, sa maman travaillait sur les marchés de Paris. Donc tout ça cumulé a fait que elle est décédée. Par contre, on a quelqu'un à qui ce décès a bien profité. Est-ce que vous devinez qui c'est? Le papa de Coco Chanel. Alors lui, il était là en train de regarder sa montre. Le même mois, donc le boug n'a pas perdu de temps, le même mois, que fait-il? A. Il va à l'église confesser ses péchés. B. Il se pose devant Netflix. C. La réponse C. Ou bien D. Il se débarrasse de ses enfants. Et non, la bonne réponse était il se débarrasse de ses enfants. Il décide de placer ses enfants. Donc ses fils, il les place à l'assistance publique qui vont les placer dans des familles de cultivateurs pour être garçons à tout faire. Et ses filles, il les place à l'orphelinat dans une abbaye. Quand la maman de Coco Chanel est décédée, donc sa maman avait 31 ans, et Coco Chanel, elle n'a que 12 ans. On n'a pas vraiment eu de preuves sur le fait qu'elle a vécu dans l'orphelinat pendant 6 ans. Par contre, on a eu des preuves grâce au recensement qu'à l'âge de 12 ans, elle habitait chez la cousine germaine de sa mère. Le recensement, ça reste une preuve sur papier, mais on sait très bien, des fois, on peut très bien déclarer qu'on vit à tel endroit. On le déclare dans le recensement, mais en fait, on est à un autre endroit.
C'est à l'orphelinat qu'elle aurait appris la couture. Elle a mené une vie austère et rigoureuse là-bas pendant 6 années. C'est la vie qu'elle a menée à l'orphelinat qui aurait marqué son style vestimentaire futur. À l'âge de 18 ans, Coco Chanel s'enfuit pour échapper à un mariage forcé. Pour le coup, bravo ma belle, t'as bien fait de t'enfuir. Coco se rend donc chez sa tante du côté de son père. Elle s'inscrit chez les dames chanoinesses de l'Institut Notre-Dame. Donc là-bas, elle va se perfectionner dans le métier de couturière. Comme elle n'a pas les moyens de payer sa scolarité, elle va avoir un statut particulier, ce qu'on appelle le statut de pupille, et elle va y être traitée différemment des autres élèves qui sont plus riches qu'elle. À partir de 1907-1908, Coco Chanel, elle commence à être très courtisée par les garçons. Elle ne veut pas subir le même sort que les autres couturières, elle ne veut pas rester dans l'anonymat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de fréquenter des lieux chics qui sont fréquentés par des hommes riches. Donc elle se rend tout d'abord au Grand Café, elle y rencontre des officiers, elle les suivra dans un autre café-concert de la ville appelé La Rotonde et c'est là-bas qu'elle commencera à chanter. C'est de là que va surnaître son surnom Coco, parce que sa chanson préférée qu'elle va chanter le plus souvent, ça s'appelle Qui a vu Coco dans le Trocadéro. Elle commence à être convoitée par de nombreux jeunes hommes qui ont des titres, qui sont fortunés, et elle commence à sortir avec Étienne Balsan, qui est un officier qui vient de quitter l'armée pour se consacrer à l'élevage de chevaux et les courses de chevaux. Il lui fait donc découvrir la vie de château. Pendant environ 1 an, elle apprend les codes et les usages de la haute société, mais au bout de quelques mois, elle se rend compte qu'elle ne l'aime plus et qu'elle s'ennuie. Donc à ce moment-là, elle a 25 ans. D'ailleurs, à cette époque-là, elle fait sa première révolution vestimentaire où elle commence à porter des tenues équestres. En fait, elle fait un style vestimentaire avec des tenues équestres, tout simplement. Là, elle se met en couple avec un homme qui était un ami très proche d'Étienne Balsan. Donc, elle se met en couple avec un des meilleurs amis de son mec, enfin de son ex maintenant. Est-ce que vous entendez le jugement dans ma voix là? Vous l'entendez bien ou pas? Cet homme avec qui elle se met en couple s'appelle Arthur Capel, un aristocrate anglais. Et ils décident tous les deux de se rendre à Paris où il va lui offrir sa première boutique. Nous déjà, quand on reçoit une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs, on est contente, on croit que c'est le bout du monde. Et là, on a son mec qui lui offre voilà, une boutique. Tous les deux, ils vont donc avoir une histoire d'amour irrégulière. Donc un coup ils sont ensemble, un coup ils sont plus ensemble. Et ça pendant 10 ans. Pendant qu'elle est avec Arthur Capel, elle décide de mettre à profit tout ce qu'elle a appris en couture. Elle commence à réaliser des chapeaux pour elle et elle commence à réaliser des créations pour les courses de chevaux. En fait, quand elle se rend aux courses de chevaux, au lieu de faire comme les autres femmes qui achètent des robes de haute couture, etc., elle réalise ses propres créations. À ce moment-là, elle est considérée comme ayant un style vestimentaire décalé. Elle commence son artisanat dans la garçonnière parisienne qui appartient à Étienne Balsan. Vous vous souvenez, son premier chéri. Elle propose à ses clientes des chapeaux qui sont des déclinaisons de ses propres chapeaux à elle. Mais à ce moment-là, en fait, elle n'a pas de formation technique ni de vraie formation pour savoir faire des chapeaux. Elle sait juste manier une aiguille et un fil. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des chapeaux déjà faits et elle les relook, elle les recustomise. Ses créations plaisent notamment à ses amies à elle qui sont des mondaines. Et rapidement, elle doit faire appel à sa tante et ainsi qu'à une de ses sœurs pour l'aider. Elle continue de développer son activité grâce à l'aide de Arthur Capel. En 1910, il lui prête carrément les fonds nécessaires pour qu'elle achète son salon de modiste au 21 rue de Cambon à Paris sous le nom Chanel Mode. À l'été 1913, le couple se rend à Deauville et là il lui loue une boutique pour qu'elle puisse vendre ses créations à Deauville. Et au début elle vendait que des chapeaux, puis elle commence à vendre des vestes et des jupes. En 1915 à Biarritz, elle ouvre sa 3e boutique. Elle commence à raccourcir les jupes. Quand je dis raccourcir les jupes, c'est les garder en dessous du genou. Elle ne voulait surtout pas, Coco Chanel, que les jupes soient au-dessus du genou parce qu'elle estimait que les genoux sont laids et qu'il fallait les cacher. Elle décide sur ses créations de supprimer la taille très marquée. À ce moment-là, on voyait beaucoup les tailles très marquées parce que c'est ce qui était à la mode. Elle décide, enfin c'est ce qu'elle dit en tout cas, elle décide de libérer le corps des femmes, de libérer la femme. Mais vous verrez par la suite que son discours est très hypocrite. En 1915, le tissu commence à se faire rare. La pénurie à cause de la guerre, tu connais. Donc elle commence à tailler des robes de sport faites à partir des maillots de sport des garçons d'écurie. En 1818, juste après la guerre, elle commence à édifier une maison de couture et elle va embaucher 300 ouvrières. Et à ce moment-là, comme vous le voyez, son entreprise a bien prospéré. Elle décide de rembourser Arthur Capel, lui avait prêté des fonds parce qu'elle estime qu'elle ne veut pas être une femme entretenue. Ce que je trouve un peu hypocrite au vu
de son parcours. Elle faisait exprès d'aller dans des lieux chics pour rencontrer des hommes fortunés. Donc venir après cracher en disant je veux pas être une femme entretenue, comme si c'était une insulte. La guerre est terminée, que se passe-t-il? Arthur Capel, selon les règles de l'aristocratie anglaise, il doit prendre une femme. Là, vous vous dites sûrement, oh mais trop bien, ils vont se marier du coup. Non, 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 non. Arthur Capel prend pour femme une Anglaise. Coco Chanel dit qu'elle s'est sentie humiliée, mais ça ne l'a pas empêchée de continuer sa relation dans le plus grand des calmes. Arthur Capel et Coco Chanel continuent leur relation comme si de rien n'était. Si vous n'avez pas bien senti le jugement tout à l'heure, là j'espère que vous l'entendez mieux. Habituez-vous, hein, parce que ce jugement, vous allez le sentir tout le long de la vidéo. Sachez que je juge autant Arthur que Coco. Bizarrement, 1 an après qu'il ait épousé sa femme, donc en 1919, Arthur décède soudainement dans un accident de la route. Dites-moi, si vous avez une théorie, moi j'en ai une. Ah, moi j'en ai une. Dès que j'ai vu ça, pour moi, ça a fait tilt dans ma tête. Je pense, selon ma théorie, que la femme de Arthur Capel s'est rendue compte qu'il avait une maîtresse. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ou bien, autre théorie, Arthur voulait arrêter sa relation avec Coco Chanel parce qu'il se rendait compte que ce n'était pas bien et Coco Chanel n'a pas supporté. Je trouve que mes 2 théories tiennent la route. Femme amoureuse, femme dangereuse. Tiens, ça devrait être un nouveau slogan ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que j'ai raison sur l'une de mes théories ou bien est-ce que vous pensez que c'est dû simplement au hasard et que c'est un simple accident? Elle explique que la guerre ne l'a absolument pas émue, mais qu'elle a été par contre très affectée par le décès de son amant. D'accord, ok. Non mais je continue de juger, je continue. Pour ne pas sombrer dans le chagrin, Coco Chanel se raccroche à son travail et son entreprise continue à se développer. Elle dispose de ses propres fabriques de tissus en Normandie. Elle s'associe avec les frères Wertheimer. Oui, je fais ça parce que je m'applique à bien prononcer en fait. Donc avec les frères Wertheimer qui ne sont autres que les propriétaires de la marque Bourjois. Donc oui, la marque Bourjois, là, ton rouge à lèvres Bourjois là, que tu te mets tous les matins. Certes, Coco Chanel elle a été dévastée, mais ça dure pas si longtemps que ça. Elle se retrouve un petit mec assez rapidement. Ce petit mec, ce n'est autre que le grand-duc Dmitri Pavlovitch de Russie. Ce serait lui qui lui aurait inspiré la forme du flacon de son parfum numéro 5 parce qu'elle explique que la forme du flacon de ce parfum, c'est censé ressembler à une flasque. À l'annonce de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel, subitement, elle licencie ses 4000 ouvrières. Elle justifie ça par le fait que y a la guerre qui commence. Mais il faut savoir que ça fait un moment que ces ouvrières, elles revendiquaient des droits. Il y en a plusieurs qui s'étaient mis en grève pour participer aux grèves qu'il y avait à ce moment-là. Il y a pas mal de grèves pour revendiquer des meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Et ces ouvrières, elles avaient participé à ces grèves, chose que Coco Chanel n'avait pas acceptée et n'a jamais donné suite à leurs revendications. Là, comme par hasard, elle licencie ces 4000 ouvrières. Donc en fait, on peut se demander si elle les a licenciées vraiment à cause de la guerre, si elle les a licenciées un peu comme représailles pour avoir osé revendiquer de meilleures conditions de travail, etc. Coco Chanel décide de se consacrer uniquement à sa collection de parfums. Et elle profite de la confusion générale dans le pays et des lois antisémites pour essayer de récupérer toutes les parts sur ses parfums. Si vous vous souvenez bien, on a les frères Wertheimer qui possèdent 70% des parts. Qu'est-ce qu'elle va faire Coco Chanel? Elle va aller voir les autorités allemandes et elle va dire « Il y a 70% de ma collection qui est toujours la propriété des juifs ». Elle dit également que parce que les frères Wertheimer ils sont juifs, elle explique qu'en plus de cela, ils ont lâchement abandonné sa collection de parfums. Alors qu'en fait, c'est pas qu'ils ont abandonné sa collection de parfums, c'est juste qu'ils sont partis se réfugier aux États-Unis pour sauver leur peau. Elle demande une réparation pour les préjudices subis, mais cette demande n'aboutira pas parce que les frères Wertheimer, ils sont malins. Ils ont anticipé les lois nazies et ils ont fait passer d'une manière légale le contrôle des parfums à un ami à eux et qui va leur rendre après la guerre la propriété des parfums. Elle décide de s'installer au Ritz. Elle va y rester pendant tout le reste de la guerre. Avec son compagnon du moment, le baron Hans Günther, qui appartient au renseignement militaire allemand. Donc lui, il est chargé de favoriser la collaboration. Donc ils ont eu une longue liaison amoureuse, ce qui s'est poursuivi même après la fin de la guerre. Un journaliste qui s'appelle Al Vaughan
Al Vaughan, qui a fait des recherches parce qu'il a publié une biographie sur Coco Chanel et il a fait de vraies recherches. Il est allé chercher dans les archives allemandes, dans les archives de la préfecture de police de Paris. On a appris grâce à lui, Coco Chanel, elle a été recrutée comme espionne. Donc là, vous allez me dire, mais Coco Chanel, elle fait de la mode, elle fait des parfums, elle fait des vêtements. Enfin, c'est quoi le rapport avec l'espionnage? Il n'y en a pas. Dans des archives, dans ces deux archives, elle avait son nom de code d'agent secret et son numéro d'agent. Elle est envoyée dans une mission dans laquelle elle est chargée d'établir la paix entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Me revoilà, j'avais oublié que j'avais laissé pommes de terre à cuire. Revenons-en à nos moutons. Cette opération échoue parce que dès qu'elle arrive au Royaume-Uni, elle est dénoncée comme étant une espionne nazie. Le journaliste qui a fait toutes ces recherches d'archives, il a déclaré à propos de Coco Chanel. À propos de Coco Chanel, on va finir par y arriver, il a dit qu'elle était d'un antisémitisme incroyable. Elle distinguait les Israélites tels que les Rothschild avec les simples Youpins. On a un ancien proche de Coco Chanel qui a déclaré à son sujet, je cite, « Juif ou pas, elle s'en foutait. C'était une égocentrique qui n'avait aucune empathie pour le genre humain, qui méprisait les Allemands autant que le résistant et de Gaulle. » Marie-Dominique Lelièvre, qui était également une proche à Coco Chanel, a dit « Gabrielle Chanel a été antisémite avant, pendant et après la guerre. » Après la guerre, Coco Chanel s'installe alors en Suisse où elle restera pendant 10 ans, tout en faisant bien sûr des allers-retours à Paris. Et pendant ce temps, à Paris, un nouveau créateur fait fureur, il s'agit de Christian Dior. Christian Dior, il commence à mettre en avant un nouveau type de corps, c'est-à-dire la taille de guêpe et la poitrine pigeonnante. Donc en fait, lui, toutes ses créations sont axées autour de ce corps-là. Coco Chanel, quand elle voit cela, elle dit qu'elle s'est effondrée parce que tout le travail qu'elle a fait pour la libération de la femme s'est envolé en un claquement de doigts et elle s'est opposée ouvertement à ce courant de mode. En 1954, elle est alors âgée de 71 ans. Elle décide de réouvrir sa maison de couture sur l'insistance des frères Wertheimer. Ils sont toujours là, ils insistent. Ils veulent relancer les ventes de parfums. Donc elle décide de renouer avec la création, de se remettre dans ses créations, mais sa première collection de vêtements est mal accueillie. Elle s'inscrit à l'encontre du style de Christian Dior. Donc petit à petit, on a des actrices qui commencent à reporter les créations de Coco Chanel. Coco Chanel, elle confie totalement la création de bijoux, elle délègue cette partie complètement et elle crée de nouveaux parfums avec l'aide de son parfumeur. À partir des années 1960, on voit la mode de la mini-jupe qui commence à arriver. Coco Chanel s'y oppose fermement. En fait, toutes les modes qui vont arriver, elle va s'y opposer fermement parce que ce n'est pas dans son style à elle. Notamment à partir de 1968, le courant hippie qui arrive, Coco Chanel se montre très méprisante. Elle explique que selon elle, la mode doit descendre dans la rue mais ne doit pas venir de la rue. Elle méprise toutes les personnes qui portent des mini-jupes, qui portent des jeans. Donc à partir de ce moment-là, clairement on voit que c'est le déclin de la carrière de Coco Chanel. Elle le sent, elle le sait. Et à partir de là, elle est encore plus tyrannique, encore plus sèche et acariâtre qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Elle est de plus en plus seule et de moins en moins entourée dans sa vie. Et elle critique ouvertement le féminisme. Elle a été complètement hypocrite parce qu'elle était là tout le temps à dire oui, moi je suis pour la libération du corps de la femme. Soi-disant, voilà, elle acceptait pas la mode des tailles fines, etc. parce qu'elle voulait libérer les corps. Et là, elle se met à critiquer le féminisme. Donc en fait, je pense que c'était juste une grosse hypocrite et qu'elle voulait pas libérer le corps de la femme. Elle voulait juste instaurer une mode qui ressemble à son corps. Elle voulait que son corps soit dans les standards de la beauté. C'était pas du tout une question de libération de la femme d'après moi. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez le même ressenti. Dans une interview en 1969, elle a déclaré « Les femmes qui portent la culotte, ça me dégoûte. Je crois à leur faiblesse, pas à leur force. Elles ne sont pas heureuses dans une époque comme celle-ci parce qu'on ne les aime pas. Et une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle. » Ok, merci la libération de la femme. Coco Chanel décède le 10 janvier 1971 dans sa suite au Ritz. Et elle sera enterrée dans une tombe qu'elle a elle-même dessinée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. On se retrouve bientôt, salut!